Les gens les plus puissants du monde? Ce n'étaient pas exactement les ampoules les plus brillantes du lustre? Oubliez les grands génies. C'était le genre d'homme qui pensait qu'embrasser le derrière d'un chien en céramique les rendait intelligents. La soi-disant élite ne passait pas son temps à ourdir des complots de domination mondiale. Non, ils étaient occupés à rédiger les règles les plus stupides, les plus mesquines et les plus ridiculement hilarantes que vous ayez jamais entendues. Des règles si absurdes que vous vous demanderez comment ces clowns réussissaient à tenir une fourchette, sans parler d'un trône. Aujourd'hui, nous levons le rideau de velours sur 33 des règles de club les plus idiotes de l'histoire. La preuve que le pouvoir et l'intelligence ne se retrouvent pas toujours à la même fête. 1. Alors, vous êtes un noble catholique du XVIIIe siècle. Et le pape, le gars qui a la ligne directe avec Dieu, vient de déclarer que votre club préféré, les francs-maçons, est un péché. Que faites-vous? Vous formez le Ordre du Carlin. De tous les animaux majestueux qu'ils auraient pu choisir, un lion, un aigle, un satané dragon, ils ont choisi le seul chien qui a l'air d'avoir une réaction allergique permanente. Et l'initiation? Oh, c'était un chef-d'œuvre d'humiliation. Pour prouver votre loyauté, vous deviez vous mettre à quatre pattes et planter un gros baiser humide sur les fesses d'une statue de Carlin en porcelaine. Je n'invente rien. Il faut s'interroger sur la réunion où cela a été décidé. D'accord, nous avons besoin d'un rituel qui montre une vraie dévotion mais qui soit aussi super secret. J'ai trouvé un cul de chien en céramique. C'est le filtre parfait pour les nouveaux membres. Cela élimine quiconque a une once d'amour-propre, ne laissant que ceux qui sont vraiment dévoués à une bêtise coûteuse et de haut niveau. 2. Pendant ce temps, à la prestigieuse Université de Virginie, une société secrète appelée The Hounds a décidé que la meilleure façon d'être secret était d'être spectaculairement et inoubliablement public. Leur règle sacrée et ancestrale consistait à piquer périodiquement un sprint à travers le campus principal, complètement nus, tout en hurlant à la lune comme une meute de chiens enragés sous selle de bain. Ce n'était pas un simple bizutage idiot, c'était toute leur identité. Pouvez-vous imaginer être un étudiant, privé de sommeil et carburant au café bon marché, regardant par la fenêtre de la bibliothèque pour voir une douzaine de vos camarades de classe, qui dirigeront un jour le pays, tout laisser pendre à l'air libre en aboyant à tue-tête? Vous ne seriez même pas sûr que ce soit réel. Vous cligneriez simplement des yeux, secoueriez la tête et supposeriez que la caféine vous fait finalement halluciner. C'est le genre d'énergie chaotique et confuse qui dit « Nous sommes assez intelligents pour entrer dans cette université, mais assez bêtes pour penser que c'est une bonne idée. » 3. Si vous avez déjà eu l'impression que votre cerveau n'était qu'une masse de gelée inutile, alors mon ami, j'ai trouvé votre foyer spirituel. L'ordre des Bladderskites était une société américaine du 19e siècle, avec une règle glorieuse et divine. Si vous disiez quelque chose d'intelligent, de logique ou de vaguement sensé, vous receviez une amende. Leur but entier était de se réunir et de célébrer l'art de raconter des absurdités absolues. Pensez-y comme à une section de commentaires Internet en direct. J'imagine que leur réunion n'était qu'une belle symphonie de stupidité. Un gars se lève et déclare « Je crois que les écureuils sont de minuscules espions poilus venus du futur. » Et tout le monde applaudit. Puis une pauvre âme dit accidentellement « Eh bien, en fait, les rendements agricoles sont en hausse ce trimestre. » Et toute la salle se fige simplement. Un disque se raye, le trésorier soupire, sort un grand livre et dit « Bon sang, Bartholomew, tu connais les règles. Paie la taxe sur les idiots. » 4. D'un club qui vous mettait à l'amende pour être intelligent à un club dont la seule règle était un témoignage d'endurance extrême et inutile. Bienvenue au Everlasting Club en Angleterre. Leur principe directeur était simple, mais épuisant pour l'âme. Le club ne devait jamais, au grand jamais, sous aucune circonstance, s'arrêter. Il devait être en session 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Les membres devaient s'inscrire pour des tours de garde, comme s'ils gardaient un monument national. Mais au lieu de protéger quelque chose de précieux, leur travail consistait simplement à rester assis là. Imaginez essayer d'expliquer cela à votre famille. Désolé d'avoir raté ta naissance, fiston. Mais j'avais le quart de 2 heures à 6 heures du matin pour exister au club. Quelqu'un devait le faire. Quel cauchemar logistique. D'accord. Qui a la nuit de mardi?
Johnson ne peut pas venir, son chat est malade. Quelqu'un peut-il couvrir son tour de garde, à fixer un mur? C'est l'engagement le plus profond envers l'idée la plus futile de l'histoire de l'humanité. 5. Dans un monde obsédé par les pommettes et les cheveux parfaits, un club anglais du XVIIIe siècle a regardé la beauté conventionnelle et a dit « Non, ça ira ». Le Ugly Face Club était exactement ce que son nom indique, mais encore plus exclusif que vous ne le penseriez. La seule et unique règle pour devenir membre était qu'il fallait être véritablement, époustouflantement et non négociablement laid. Ce n'était pas un club pour les gens légèrement quelconques, c'était l'équipe des étoiles de la génétique malheureuse. Ils cherchaient dans des hommes dont les visages pouvaient faire tourner le lait à 100 pas de distance. Imaginez le videur à la porte, refoulant les gens. « Désolé monsieur, votre nez est beaucoup trop droit. Et est-ce une fossette? Une fossette? Sortez d'ici, espèce de monstre, nous avons des standards. » C'était le seul endroit sur Terre où un homme pouvait entrer, voir tout le monde fixer son visage spectaculairement tordu et entendre le président déclarer « Mon Dieu, Bartholomew, tu es magnifique. » 6. Vous vous souvenez de Pythagore en cours de géométrie. C'était le génie qui nous a donné ce théorème sur les triangles que vous avez immédiatement oublié après l'examen. Eh bien, ce même esprit brillant dirigeait aussi une société secrète avec une règle numéro 1 qui est si déconcertante qu'elle mérite son propre chapitre dans le livre de « À quoi pensait-il » La loi la plus sacrée et inviolable des pythagoriciens était « Pas de haricots. C'est tout. Pas de chili, pas de haricots frits, pas de soupe aux haricots. Pourquoi ? Parce que ce titan des mathématiques croyait sincèrement que les haricots étaient remplis des minuscules âmes réincarnées de personnes mortes. Pour lui, un burrito n'était pas juste un déjeuner. C'était une délicieuse petite prison pour fantômes. L'histoire raconte qu'il était un jour poursuivi par des ennemis et qu'il arriva devant un champ de fèves. Il s'arrêta net et choisit d'être capturé et tué plutôt que de se souiller en touchant la légumineuse interdite. Il a été vaincu par un légume. 7. Les Templiers étaient les forces spéciales du monde médiéval. Ils étaient les guerriers ultimes de Dieu, enveloppés d'armure et de mystère. Ils avaient un énorme règlement avec plus de 70 règles contrôlant chaque aspect de leur vie, de la façon de prier à la façon de charger au combat. Et niché dans cette liste de règles strictes se trouvait cette perle. Il était strictement interdit à un chevalier d'embrasser sa propre mère. Vous pouvez trancher la tête d'un type avec une épée large, pas de problème. Vous pouvez vous battre pendant des semaines d'affilée. Mais donner un bisou sur la joue à votre maman quand vous rentrez des croisades, ça mérite une correction. C'était censé imposer la chasteté, mais cela ressemble juste à l'œuvre d'un chef qui avait une relation vraiment gênante avec sa propre mère et a décidé d'en faire une politique d'entreprise pour tout le monde. Non, mère. L'affection est pour les faibles. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller prier pour mon âme. 8. Faisons un saut à l'université d'Oxford, où le Bullingdon Club sert d'école de perfectionnement pour les jeunes hommes les plus destructivement riches du monde. Leur tradition la plus légendaire est une magnifique pièce en 2 actes de chaos et de capitalisme. Acte 1. Un groupe d'entre eux, vêtus de smoking à $1000, réserve une salle privée dans un restaurant et procède à s'enivrer violemment et à réduire tout l'endroit en bois de chauffage. Tables, chaises, œuvres d'art. Si cela peut être cassé, ils le casseront avec joie. Acte 2, et c'est la partie géniale de la règle, consiste à immédiatement, tout en se tenant au milieu des éclats et du verre brisé, sortir des liasses obscènes d'argent liquide et payer le propriétaire horrifié pour chaque morceau de dégâts, généralement le double ou le triple de sa valeur. C'est un coup de force qui dit « Mon ennui personnel est un plan de relance viable pour votre petite entreprise ». Ce n'est pas juste du vandalisme. C'est de l'art performatif pour des gens qui voient les étiquettes de prix comme des suggestions. 9. Si vous pensiez qu'embrasser les fesses d'un carlin en porcelaine était bizarre, tenez ma bière, car l'Écosse du XVIIIe siècle est sur le point de faire mieux. Un club de gentlemen de la haute société s'appelait le Beggars Benison, ce qui sonne charmant et rustique, comme un groupe folk. Ce n'était pas le cas. Leur règle d'initiation était, pour le dire doucement, un examen physique invasif. Un nouveau membre était amené dans une pièce remplie de seigneurs et de propriétaires terriens estimés.
où il était tenu d'exposer ses parties génitales pour une inspection formelle. Les autres membres les bénissaient alors. Nous ne parlons pas ici d'un geste symbolique. C'était un processus d'examen littéral et pratique, comme s'ils jugeaient du bétail primé à une foire agricole. Vous pouvez juste imaginer le président du club, un homme nommé Lord Covington, regardant vers le bas et disant « Oui, un beau spécimen, Bartholomew. Un honneur pour l'organisation. Bienvenue à bord. » C'est l'exercice de renforcement d'équipe le plus bizarre, gênant et profondément inutile de l'histoire humaine. 10. Avez-vous déjà ignoré un appel d'un numéro que vous ne reconnaissez pas ou jeté un courrier indésirable? Eh bien, dans l'Allemagne médiévale, cela pouvait vous faire légalement assassiner. Une société secrète de juges appelée les tribunaux de la Sainte Vême opérait comme une sorte de système judiciaire de l'ombre. S'ils voulaient vous convoquer, ils clouaient un avis sur votre porte. Leur règle centrale était simple. Vous ignorez la première convocation, ça va. Vous ignorez la deuxième, ils commencent à s'agacer. Mais si vous ignoriez la troisième convocation, vous étiez automatiquement déclaré coupable, et chaque membre de la société, dispersé à travers le pays, recevait le feu vert pour vous traquer et vous tuer à vue. Pas de procès, pas d'appel. C'était comme recevoir 3 courriels de spam, et le troisième déclenche une horde d'assassins. C'est la conséquence ultime pour avoir ignoré quelqu'un. Imaginez expliquer cela. Qu'est-il arrivé à Dave? Oh, il a oublié de répondre à l'invitation pour le repas partage du tribunal de la Sainte Vême. Ils ne sont pas contents. 11. Vous avez entendu parler du Hellfire Club. Cela semble terrifiant, comme un lieu pour un véritable culte du diable. Mais la réalité était bien plus bête et, franchement, plus pathétique. C'était essentiellement un club pour des aristocrates anglais du XVIIIe siècle ridiculement riches qui s'ennuyaient à mourir. Leur règle principale était la participation obligatoire à des cérémonies religieuses parodiques. Ils n'adoraient pas réellement Satan. Ils trollaient juste l'église pour s'amuser. Ils s'habillaient en moines et nonnes à l'allure démoniaque, buvaient beaucoup trop et exécutèrent des versions tordues d'une messe catholique. C'est l'équivalent historique d'une bande de milliardaires provocateurs lançant un podcast pour se plaindre de leurs parents. Vous savez juste que Benjamin Franklin, un invité supposé, était assis dans un coin, regardant un duc dans un costume de diable bon marché et pensant « Vous savez, je pourrais être en train d'inventer les lunettes à double foyer en ce moment, mais ceci est passable. » 12. Si vous pensez que les chaînes de farce sur YouTube sont une invention moderne, permettez-moi de vous présenter les Sons of Malta. Cette fraternité américaine du 19e siècle avait un principe directeur, un but sacré pour son existence: planifier et exécuter les farces publiques les plus élaborées, inutiles et humiliantes imaginables sur leurs nouveaux membres. Ce n'était pas juste mettre un coussin péteur sur une chaise. Nous parlons d'opérations complexes en plusieurs étapes qui nécessitaient des costumes, des accessoires et la participation de douzaines de personnes. Tout cela pour faire passer un gars pour un parfait idiot. Ils étaient les maîtres originaux de l'absurdité militarisée. Leur règlement entier était essentiellement juste une liste de façons de plus en plus ridicules d'embêter les gens. Ils étaient moins une société secrète et plus une entreprise à plein temps et à grand effort dédiée à l'art d'être une nuisance publique. 13. Bienvenue au programme d'orientation des employés le plus fou de tous les temps, Courtoisie des assassins ou Achachin dans la Perse médiévale. Leur chef, le vieux de la montagne, avait une règle de recrutement qui était diaboliquement brillante. Pour assurer une loyauté absolue, il droguait prétendument les recrues potentielles jusqu'à ce qu'elles soient complètement défoncées au hashish. Ensuite, pendant qu'ils étaient inconscients, ils étaient transportés dans un jardin secret et magnifique rempli de fontaines, d'arbres fruitiers et de belles femmes. Au réveil de la recrue, on lui disait « Bienvenue au paradis, c'est ce qui t'attend dans l'au-delà si tu me sers ». Après une journée de félicité céleste, il était drogué à nouveau et renvoyé dans le monde réel, absolument convaincu d'avoir vu le paradis et prêt à faire n'importe quoi, littéralement n'importe quoi, pour y retourner. Oubliez le régime de soins dentaires. Leur ensemble d'avantages sociaux était un aperçu de l'éternel salut. 14.
Au XVIIIe siècle à Londres, il y avait un groupe de jeunes hommes riches qui avaient voyagé en Italie et étaient revenus avec une obsession dangereuse: les pâtes. Ils s'appelaient le Macaroni Club, et leur seule règle non écrite mais férocement appliquée était d'être aussi ridiculement à la mode et flamboyant qu'humainement possible. La pièce maîtresse de cela était la perruque. Nous ne parlons pas d'un postiche normal. Nous parlons de monstruosités architecturales imposantes de cheveux poudrés qui étaient si hautes qu'elles devaient souvent être soutenues par une armature interne. Ces choses étaient des écosystèmes. Elles étaient si massives et nécessitaient tellement de farine pour le poudrage que le club fut accusé de contribuer aux pénuries de pain parmi les pauvres. Ils sacrifiaient littéralement la nourriture du petit peuple pour que leurs cheveux puissent être 1 mètre plus hauts que ceux de tout le monde. Ce n'est pas juste de la mode. C'est une déclaration de guerre à la subtilité. 15. Pendant des siècles, les francs-maçons ont été l'une des sociétés secrètes les plus célèbres du monde. Mais à l'époque, leurs conditions d'entrée concernaient moins votre caractère et ressemblaient plus à un casting pour un dieu grec. L'une de leurs plus anciennes règles était la loi du corps parfait. Pour être pris en considération, un candidat ne pouvait avoir aucune imperfection physique, difformité ou mutilation. Nous parlons de 0 imperfection. Vous boitez? Refusez. Il manque un doigt suite à un accident d'enfance? Dégagez. Vous avez une grosse cicatrice laide pour avoir sauvé un chiot d'un ours? Dommage, essayez la loge des élans. La logique était qu'une offrande à Dieu devait être parfaite, comme si le grand architecte de l'univers allait renvoyer votre candidature à cause d'une excroissance de peau. C'est l'entretien d'embauche le plus extrême, superficiel et carrément insultant de l'histoire. 16. Voyageons jusqu'à l'université de Yale, foyer de la légendaire société Skull and Bones, un club si secret qu'il fait passer la CIA pour une émission de télé-réalité. L'une de leurs règles d'initiation les plus notoires implique un rituel d'exposition émotionnelle complète et totale. À l'intérieur de leur clubhouse secret, connu sous le nom de La Tombe, chaque nouveau membre doit se tenir devant les autres Bonesmen et raconter son histoire sexuelle entière et détaillée. Chaque rencontre gênante, chaque maladresse, chaque triomphe de leur tout premier coup de cœur jusqu'à ce jour. Pensez-y. De futurs présidents, directeurs de la CIA et titans de Wall Street, assis dans une pièce sombre, forcés de partager le genre d'histoire que vous ne raconteriez même pas à votre thérapeute. Ce n'est pas juste une séance de partage de secrets, c'est un déploiement stratégique de malaise maximal pour créer un lien indestructible d'embarras mutuel. Vous ne pouvez pas trahir le gars qui est au courant pour 7 fois au camp de vacances. 17. Avez-vous déjà été tellement déterminé à éviter vos responsabilités que vous avez envisagé de simuler votre propre mort? Eh bien, pour les Rosicruciens, ce n'était pas juste un fantasme, c'était essentiellement leur plan de retraite. Cette société mystique, qui a surgi au XVIIe siècle, prétendait que ses membres possédaient une connaissance secrète de l'alchimie et de la vie éternelle. Leur règle fondamentale pour les maîtres les plus éclairés était d'atteindre un état d'invisibilité. Cela ne signifiait pas qu'ils pouvaient littéralement disparaître. Cela signifiait qu'ils étaient censés mettre en scène leurs propres funérailles élaborées, dire au revoir à leur famille, puis déménager secrètement dans un autre pays sous une nouvelle identité pour continuer leur travail. C'est la version la plus extrême de « Nouveau téléphone, c'est qui ?» de l'histoire. Imaginez l'audace pure. Ma très chère femme, je suis tragiquement décédé. Mes funérailles sont mardi. Bref, je serai à Prague si tu as besoin de moi. Mon nouveau nom est Klaus. Ce n'est pas juste du dévouement, c'est un niveau de drame qui fait passer les feuilletons de l'après-midi pour des choses banales. 18. À l'âge d'or des ordres fraternels américains, il y avait un club appelé le Ordre amélioré des hommes rouges. Ses membres étaient exclusivement des hommes blancs. Et leur règle centrale était de baser toute leur identité sur la version la plus caricaturale, stéréotypée et, franchement, offensante de la culture amérindienne qu'ils pouvaient imaginer. Ils appelèrent leur loge des tribus, leur salle de réunion des wigwams, et tenaient des registres en utilisant des pictogrammes au lieu de, vous savez, des mots. Ils faisaient référence aux mois comme lune froide ou lune des vers,
et calculait les années non pas à partir de la naissance du Christ, mais de l'arrivée de Christophe Colomb. C'est comme si une bande de papas de l'Ohio avait décidé de construire un clubhouse en lisant seulement le dos d'une boîte de cigares bon marché. L'ignorance pure et bienheureuse, requise pour regarder toute cette installation et penser « Oui, c'est une façon respectueuse et appropriée d'honorer une autre culture, est absolument stupéfiante. » 19. Si vous pensez que votre surveillance de quartier est intense, jetez un œil à la Société du Léopard d'Afrique de l'Ouest. C'était une société secrète qui poussait le concept de justice vers un endroit terriblement littéral. Leur seule règle, effroyablement efficace, était que tous leurs meurtres rituels devaient ressembler à des attaques d'animaux. Les membres s'habillaient en peau de léopard, s'armèrent de griffes et de dents en métal tranchant, puis chassèrent leurs victimes, qui étaient généralement des personnes jugées nuisibles à la communauté. Le but était de laisser un corps si manifestement mutilé que tout le monde accuserait un léopard sauvage, et non la société secrète de mecs qui jouait à se déguiser. C'est, sans aucun doute, la méthode de déni plausible la plus horrifiante et la plus exagérée jamais conçue. C'est une chose d'avoir une poignée de main secrète. C'en est une autre que votre poignée de main secrète implique de démembrer quelqu'un pour donner l'impression qu'un gros félin l'a fait. 20. Nous avons tous cet ami qui est brutalement honnête. Maintenant, imaginez tout un club, comme ça. Bienvenue aux Counters of the Canongate, une société littéraire écossaise du XVIIIe siècle où la seule règle était d'être aussi vicieusement critique qu'humainement possible. Un membre se levait et présentait fièrement son dernier poème ou essai, une œuvre dans laquelle il avait mis tout son cœur et toute son âme. Au moment où il finissait, le travail des autres membres était de le mettre immédiatement en pièces, et sans pitié. Il ne se contentait pas de le critiquer, il s'en moquait, le ridiculisait et humiliait totalement l'auteur. C'était un atelier d'écriture, dirigé par un peloton d'exécution. Il ne s'agissait pas de critique constructive, il s'agissait d'un sport de combat intellectuel. Il fallait avoir la peau plus épaisse que la coque d'un cuirassé pour survivre à une seule réunion. 21. Les Mohawks du Londres du XVIIIe siècle étaient moins une société secrète et plus un gang déchaîné d'aristocrates, riches et ennuyés avec trop de temps et pas assez de conséquences. Leur principale règle était d'inventer des moyens nouveaux et créatifs de terroriser les citoyens de Londres après la tombée de la nuit. Ce n'étaient pas juste des voyous ordinaires, c'étaient des brutes artisanales. L'un de leurs passe-temps favoris s'appelait « renverser le lion », ce qui impliquait d'enfoncer leur pouce dans les yeux de quelqu'un, puis de lui écraser le nez. Une autre activité populaire consistait à trouver une femme portant une grande jupe à cerceau, à mettre un tonneau par-dessus elle, puis à la faire rouler en bas d'une colline. Je n'invente pas ça. Ils étaient essentiellement des méchants de dessins animés humains, ayant pris vie. C'est un rappel frappant qu'avant Internet, les trolls devaient sortir et faire leur trolling en personne, avec beaucoup plus de dégâts matériels. 22. Dans les communautés rurales d'Écosse, il existait un groupe hautement secret de dresseurs de chevaux connu sous le nom de Société du mot du cavalier. Leur règle centrale, et la plus sacrée, tournait autour de l'apprentissage d'un seul mot magique. Ce n'était pas n'importe quel mot, c'était le mot. On disait qu'il donnait à celui qui le prononçait un contrôle absolu, presque hypnotique, sur n'importe quel cheval. La cérémonie d'initiation pour recevoir ce mot était enveloppée de mystères, impliquant d'étranges serments et rituels tenus dans des granges au milieu de la nuit. Était-ce un vrai mot magique? Probablement pas. C'était probablement une combinaison de techniques sophistiquées de dressage de chevaux mélangées à une forte dose de théâtre psychologique. Mais l'idée que vous pouviez chuchoter un son spécifique et faire obéir un animal de 1000 livres est le morceau de marketing le plus brillamment efficace pour un cours de dressage de chevaux que j'ai jamais entendu. 23. Sautons dans l'Amérique des années 1850, une époque de troubles politiques intenses. Au milieu de ce chaos, un parti politique fut formé, appelé le Parti américain. Mais personne ne l'appelait ainsi. Ils étaient connus sous le nom de Parti des je ne sais rien. Pourquoi? Parce que leur seule règle, simple et exaspérante d'efficacité, était que si quelqu'un extérieur au parti les interrogeait sur leurs activités, leur politique ou leurs croyances,
Ils avaient émis pour instruction de répondre par la phrase « Je ne sais rien ». C'est tout. C'était le coup de troll politique ultime. Imaginez essayer d'interviewer l'un de ces gars. « Monsieur, quelle est votre position sur l'immigration ? Je ne sais rien. Qu'en est-il de votre programme économique ? Je ne sais rien. » C'est à la fois la stratégie politique la plus bête et la plus géniale jamais conçue. Vous ne pouvez pas discuter avec leur programme s'ils refusent d'admettre qu'ils en ont même un. 24. Nous sommes de retour en Angleterre, parce que bien sûr que nous le sommes. Rencontrez les Yellow Bellies, une fraternité dont la règle d'initiation semble avoir été inventée par un enfant hyperactif de 10 ans. Le rituel se déroulait ainsi. La nouvelle recrue, ou un tétard, devait s'allonger sur le dos et exposer son estomac. Ensuite, un membre senior, le grand crapaud buffle, faisait sonner une grosse cloche directement au-dessus de son ventre. Après la sonnerie, l'estomac de l'initié, maintenant officiellement un ventre jaune, était arrosé de bière, qu'il devait ensuite lécher. C'est tout un voyage sensoriel de sons, de toucher et de goûts douteux. Chaque partie de ce rituel est complètement et totalement inutile, ce qui est probablement la raison pour laquelle il l'aimait tant. C'est une tempête parfaite de bruits bizarres, d'humiliation publique et de gaspillage de bière parfaitement bonne. 25. Parlons des anciens druides, les figures mystiques et barbues de la tradition celtique. Nous savons qu'ils étaient prêtres, juges et érudits, mais nous ne savons presque rien de leurs croyances réelles. Pourquoi ? À cause de leur règle unique la plus importante et follement impraticable. Absolument rien de leurs connaissances sacrées ne pouvait être mis par écrit. Rien. Toute leur histoire, leurs lois, leur poésie, leur doctrine théologique complexe, des dizaines de milliers de vers, devaient être mémorisées parfaitement. Il fallait apparemment jusqu'à 20 ans à un druide pour terminer sa formation. Pouvez-vous imaginer la pression ? C'est comme étudier pour l'examen final le plus difficile du monde pendant 2 décennies d'affilée. Et il n'y a pas de manuel. Un seul druide avec une mauvaise mémoire pouvait accidentellement effacer des siècles d'histoire culturelle. Attends, c'était « le soleil est un char doré » ou « le soleil est une carotte dorée ». Ah, peu importe. Carotte sonne juste. 26. Si vous avez déjà pensé que les titres de poste en entreprise sont ridicules, laissez-moi vous présenter Clampus Vitus, une organisation fraternelle de l'Ouest américain. Leur règle principale est de se moquer de l'idée même des ordres fraternels sérieux et prétentieux. Ils le font en se donnant les titres les plus absurdement pompeux et insensés imaginables. Le chef d'un chapitre n'est pas le président, il est le noble grand humbug. D'autres officiers ont des titres comme historien Clamper, Royal Platrix et mon préféré, le Iscutis Tapageur. Que signifient ces titres ? Absolument rien. Leurs réunions sont un mélange chaotique de beuveries, de récits d'histoires à dormir debout et de dédicaces de plaques historiques à des événements complètement aléatoires ou ridicules. C'est une société secrète pour les gens qui pensent que les sociétés secrètes sont bêtes, ce qui est un niveau d'ironie si dense qu'il pourrait s'effondrer sur lui-même. 27. Les Molly Maguire étaient une société secrète de mineurs de charbon irlando-américains dans la Pennsylvanie du 19e siècle, luttant contre des conditions de travail brutales. Et ils avaient un goût pour le dramatique. Leur règle la plus terrifiante était l'avis de cercueil. Avant de cibler un patron de mine cruelle ou un fonctionnaire corrompu pour un passage à tabac ou pire, ils livraient un avertissement fait main. C'était un morceau de papier avec un dessin de cercueil dessus, souvent avec le nom de la victime écrit à l'intérieur. C'était l'équivalent au 19e siècle d'envoyer un emoji crâne à quelqu'un, mais bien plus efficace. C'était une promesse. Elle disait « Nous savons qui vous êtes, nous savons ce que vous avez fait, et c'est votre seule et unique chance de changer vos habitudes ou de mettre vos affaires en ordre. » C'est l'une des méthodes de guerre psychologique les plus effroyablement simples et efficaces que j'ai jamais entendues. 28. Avez-vous déjà eu un coup de blues du lundi ? Eh bien, au 19e siècle en Belgique, toute une société secrète a décidé d'élever ce sentiment au rang d'observance sainte. La Société de Saint-Lundi était un club pour artisans et ouvriers avec une règle simple et magnifique. On ne travaille pas le lundi. Jamais.
Le lundi n'était pas fait pour le travail. Le lundi était fait pour boire, jouer et généralement passer du bon temps. Ils appelaient ça vénérer Saint Lundi. Ce n'était pas juste sécher le travail, c'était un acte de rébellion sacrée et rituel contre la semaine de travail de 6 jours. Vous pouvez juste imaginer les conversations. « Hé Pierre, le patron te cherche. Dis-lui que je suis en prière profonde à la taverne, rendant hommage au Saint lundi. Je reviendrai mardi, probablement avec un mal de tête. » C'est la société secrète la plus à laquelle on peut s'identifier de l'histoire. 29. Bienvenue au Hemlock Club de l'université Harvard, un lieu pour les rebelles intellectuels ou, pour être plus précis, les contestataires professionnels. Leur seule et unique règle était de prendre automatiquement et agressivement le parti opposé de toute opinion ou argument populaire. Peu importait le sujet ou ce que le membre croyait réellement. Si tout le monde aimait quelque chose, leur travail était de le détester. Si tout le monde était d'accord pour dire que le ciel était bleu, un membre du Hemlock Club était tenu de se lever et de livrer un discours passionné de 20 minutes sur le fait qu'il est en réalité d'une nuance chartreuse. C'est un club entièrement basé sur le principe d'être ce type-là. C'est moins une société secrète et plus un club de débat propulsé par de la pure rancune non diluée. 30. Si vous pensiez que les Mohawks étaient mauvais, rencontrez leurs cousins encore plus désordonnés, les Scourers. Une autre bande d'aristocrates anglais, riches et ivres, leur seule règle directrice était de causer autant de chaos public que possible. Ils étaient des connaisseurs en agression créative. L'un de leurs mouvements caractéristiques consistait à encercler un piéton, dégainer leurs épées et piquer et pousser la pauvre âme jusqu'à ce qu'elle commence à danser pour leur amusement. Un autre favori était « battre le lion », ce qui était leur terme charmant pour attraper une victime par le nez et lui écraser la tête contre un mur. Ils étaient essentiellement des ouragans humains en perruque poudrée. Leur existence entière était un témoignage du fait que l'immense richesse, combinée à un ennui monumental, est une recette pour un désastre absolu pour tous les autres. 31. Dirigeons-nous vers la Pologne, vers une société étudiante secrète appelée les Filomatov. Ces gars étaient des intellectuels, des poètes et de futurs révolutionnaires. Et ils avaient une règle qui sonne comme un cauchemar pour quiconque a une conscience. Chaque membre était tenu de tenir un journal des vertus et des vices. Dans ce journal, ils devaient méticuleusement documenter leurs succès moraux et, plus important encore, leurs échecs. Et la pire partie, lors de leurs réunions régulières, ils devaient se lever et lire leurs entrées récentes à haute voix au groupe. Pouvez-vous imaginer? Ok les gars, pour les échecs de cette semaine. Mardi, j'ai eu une pensée impure à propos de la fille du boulanger. Jeudi, j'ai été paresseux et je n'ai pas fini ma lecture. Et vendredi, j'ai dit à mon ami que j'aimais sa nouvelle coupe de cheveux, mais je mentais totalement, c'est affreux. C'est comme une thérapie de groupe, mais avec une autodénonciation obligatoire. 32. Revenons à l'Ordo Templi Orientis d'Aleister Crowley, car ils avaient de plus d'une règle qui vous fait dire « Je demande pardon ». L'une de leurs cérémonies centrales, la messe gnostique, implique la consommation d'un gâteau de lumière. Ça a l'air délicieux, non? Eh bien, la recette officielle, exposée dans leur texte sacré, demande de la farine, du miel, de l'huile d'olive et les fluides corporels frais et personnels de la prêtresse ou du prêtre. Oui, vous avez bien entendu. La règle était de cuire une hostie sacrée en utilisant votre propre essence personnelle et de la partager ensuite avec la congrégation comme un sacrement. Cela porte le concept de « mettre du sien dans son travail » à un tout nouveau niveau, profondément troublant et franchement non hygiénique. C'est le seul repas partage de l'histoire où vous ne voulez absolument pas demander la recette. 33. Et enfin, nous terminons là où toutes les grandes entreprises devraient, en ne faisant absolument rien. Le Do Nothing Club des Pays-Bas du 19e siècle avait la règle la plus simple et la plus profonde de toutes. Une inaction totale, absolue et ininterrompue. Les membres se réunissaient dans une pièce, s'asseyaient dans des fauteuils confortables, allumaient leur pipe et restaient ensuite complètement silencieux et immobiles pendant des heures. La première personne à parler, à bouger inutilement ou à suggérer de faire quelque chose, quoi que ce soit, était forcée de payer une amende.
C'était un culte de la léthargie, un sanctuaire de la paresse. Ils ne méditaient pas. Ils glandèrent de manière compétitive. C'est la culture anti-productivité ultime. Une société secrète dédiée à l'art glorieux et sacré de s'asseoir sur son cul et de la fermer. Et franchement, après le chaos de toutes ces autres règles, ça ressemble au paradis. Et c'est la vérité inconfortable. L'histoire n'a pas été façonnée par des génies. Elle en a été façonnée par de bizarres petits tyrans avec trop de temps et trop peu de bon sens. Alors voici mon défi pour vous. Si vous pouviez diriger votre bureau, votre groupe d'amis ou même votre table de dîner familiale avec une main de fer, quelles règles complètement inutiles, follement absurdes et destructrices pour l'âme imposeriez-vous, juste pour voir qui s'y plie? Pas de nobles intentions, du pur chaos. Laissez vos actes de petite tyrannie les plus créatifs dans les commentaires. Je vous mets au défi. Et si ce coup d'œil dans les esprits les plus bêtes de l'histoire vous a fait rire, éclatez ce bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires magnifiquement stupides.